Voilà, donc en ce qui me concerne, je vais vous présenter donc les techniques d'évacuation qui sont utilisées par le GRIMP de Charleroi. Qu'est-ce que veut dire GRIMP? Donc groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Donc ce n'est pas une faute d'orthographe qu'on a fait là-bas, ce sont simplement les abréviations. Donc ce qu'on va faire, c'est vous présenter les techniques, un petit peu de matériel, et surtout vous rassurer sur le fait que quand on vous mettra au bout d'une corde, elle ne cassera pas. Alors, je vais vous parler aussi des milieux d'intervention qui sont assez vastes. Comme je vous ai dit, on va vous parler du matériel basique et des techniques d'intervention GRIMP. Par la force des choses, le groupe a été créé à l'aube de l'Euro 2000, puisqu'on devait faire face à des évacuations dans des stades. Comme on nous avait promis beaucoup de bagarres, on a essayé de former un maximum de gens. On s'est retrouvé à 72 pompiers de Charleroi à être prêts pour intervenir en cas de problème pendant cet Euro 2000. Rassurez-vous, on a juste eu à faire 2 évacuations sur les 3 matchs qui ont eu lieu à Charleroi. On n'a vraiment eu aucun problème. En tout cas, le GRIMP a été créé pourquoi? Mais principalement pour pallier aux manquements causés par des endroits inaccessibles pour nos échelles aériennes. Donc on devait avoir une équipe de personnes rapides, qualifiées, et qui pouvaient faire un travail que les échelles aériennes ne savaient pas faire. Voilà. Donc on a recruté au départ dans notre personnel, on a recruté des gens qui avaient déjà une expérience dans le secours, dans des milieux particuliers. On a recruté des gens qui avaient une pratique de l'escalade, parce que le GRIMP par définition, il faut monter. Et aussi, on a fait appel à d'anciens paracommandos qui avaient aussi cette habitude de guerre et d'évacuation en temps de guerre. Donc on a rassemblé toutes ces expériences et on en a fait un groupe GRIMP. À l'heure actuelle, le groupe GRIMP à Charleroi est composé de 32 personnes. Donc 8 personnes par compagnie, étant donné que nous travaillons en 4 compagnies. Ce personnel est disponible 24 heures sur 24. Et donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Nous avons été formés par des organismes reconnus, tels que le Club Alpin. Nous avons travaillé beaucoup avec les paracommandos. Nous avons fait des entraînements communs avec eux. On a été donc formés pour le brancardage et formés aux techniques d'évacuation en milieu périlleux, falaises, bâtiments, grues de chantier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et tout ce qui est inaccessible, pratiquement des moyens mécaniques. On a eu aussi une base militaire, c'est-à-dire que pour structurer notre travail, on a besoin d'une rigueur. Pourquoi? Parce que la première erreur, elle est peut-être fatale. Donc on a beaucoup insisté sur la rigueur dans le travail, et donc nous sommes inspirés de nos formateurs qui étaient en majorité des militaires. Nos intervenants sont quant à eux tous pompiers ambulanciers, souvent sportifs de haut niveau, et possèdent évidemment un caractère bien trempé, parce que nous allons souvent secourir des personnes qui sont prêtes à se suicider, et là nous allons devoir affaire à des gens qui ont du caractère, qui peuvent rassurer, et qui peuvent en tout cas prendre des décisions à la seconde près. La majorité donc des interventions se font à la demande de nos ambulanciers, puisque c'est eux qui sont confrontés, évidemment, la plupart du temps, à certaines difficultés, comme simplement le transport un petit peu particulier, soit de personnes trop lourdes, et là, nos techniques permettent d'éviter les maux de dos, les chutes avec les civières et les prises de risques inutiles. Nous pouvons aussi assurer les plongeurs, quand ils vont dans des endroits un petit peu difficiles et en tout cas sombres. Nous sécurisons aussi les pompiers sur certains sites dangereux. Nous pénétrons dans des milieux confinés tels que de grands transformateurs électriques où les passages sont vraiment serrés et où là on a déjà eu l'expérience d'aller rechercher des techniciens qui étaient coincés. Et malheureusement un qui était décédé. Comme je vous l'ai dit, nous secourons les grimpeurs aussi. Donc non seulement ils grimpent haut, mais nous on doit encore grimper plus haut que eux. Et nous ne devons pas tomber. Donc nous utilisons du matériel particulier qui permet
d'intervenir sans faire trop de casse. Nous travaillons dans des hauteurs inaccessibles à nos échelles. Il faut savoir que nos échelles vont jusqu'à 25, voire 30 mètres de haut. Au-delà, c'est le groupe Grimpe qui intervient. Au-delà, on retrouve ça dans des carrières, on retrouve ça sur des buildings, on retrouve ça sur des grues. Par exemple, la grue qui a construit le nouvel hôtel de police était à plus de 100 mètres. Et nous avons dû effectuer un sauvetage. Je crois que là, on a eu le nez fin parce qu'on s'est entraîné 4 week-ends d'affilée sur cette grue en plein hiver. Et les entraînements étant terminés, il y a un forcené qui est monté et qui a voulu se suicider. Et là, nous sommes intervenus avec succès et avant l'hélicoptère de la police. Ah, ça fait plaisir. Hein. Nous aidons aussi les équipes cynophiles, évidemment, à descendre dans des endroits inaccessibles, ou voire à monter dans des endroits inaccessibles. Les formations que nous suivons sont évidemment reconnues. Donc ça veut dire que les gars qui font partie du Grimpe sont en permanence testés. Nous formons des pompiers 4 jours par mois, en tout cas en ce qui concerne Charleroi. C'est peut-être pas le cas partout, mais il faut savoir qu'à Charleroi, étant donné le nombre de personnes qui sont impliquées dans ce groupe, nous sommes obligés de les former au minimum 4 fois par mois. Donc des entraînements qui durent 8 heures. Et nous avons aussi l'obligation de faire des exercices de nuit. Ça veut dire que ne vous étonnez pas si un jour vous allez à l'Andely, que vous voyez toutes des lampes de poche comme ça qui voyagent sur les rochers. C'est normal, ce sont les pompiers de Charleroi, ils sont un peu fous, mais c'est comme ça qu'ils s'entraînent. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de se remettre dans les conditions réelles d'intervention. Il faut savoir aussi que nous entraînons sur à peu près 45 sites différents. Donc 45 sites différents, ça veut dire que nous travaillons sur 2 ans pour essayer de revoir tous ces sites. Ça va des souterrains jusque, par exemple, aux ascenseurs de Strépy-Bracny. Depuis quelques années, on a ouvert un petit peu notre groupe aux pompiers volontaires qui nous entouraient, déjà pour préparer ce qu'on appelle les zones. Évidemment, là, c'est un langage pompier, mais vous allez certainement en entendre parler. Donc, on a un peu devancé la législation et nous avons demandé à nos collègues volontaires de nous accompagner, puisqu'il nous importe que si ils font appel à nous, qu'eux aient déjà pris les devants et créé des périmètres et aient préparé du matériel. Il est bien évident que, comme dans toute urgence qui se respecte, c'est le temps qu'on doit combattre. Donc actuellement, nous intervenons 2 fois par semaine en moyenne. Ça veut dire qu'on est à peu près à 80 sorties par an. Vous allez voir plus loin les techniques qu'on utilise qui sont vraiment utiles pour les ambulanciers, voire les médecins et les infirmiers et infirmières que l'on pourrait descendre ou amener au bout d'une corde. À ce propos, nous organisons des journées de contact sur différents sites. Anciennement, c'était sur le Sporting, mais vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, on nous a démonté notre jouet. Mais que nous avons trouvé un site tout à fait intéressant, en l'occurrence le Bois du Casier. Là, nous invitons les services d'urgence de la région, nous invitons des collègues pompiers d'autres régions, et cette année, le parcours va être ouvert aussi à la police, parce qu'ils ont un petit retard, donc problème. Le gros souci que nous avons eu dans nos casernes, c'était de combattre les habitudes qui étaient implantées. Voilà la réflexion qu'on me faisait souvent, c'est avant, on fiait commun, ça dallait tous ceux. Oui, seulement on n'a pas fait le compte des hernies discales et ainsi de suite, des blessures, des déchirures et des bobos qui ont eu lieu après ou pendant les interventions. Donc, nous, notre but principal, c'est d'éviter qu'on se fasse mal, d'éviter que les ambulanciers ne se cassent le dos, d'éviter que le personnel médical se casse le dos également. Donc, on essaie de mettre nos techniques à leur portée et on essaie de les emmener là où ils veulent. On peut vous emmener au millimètre près. Les milieux d'intervention, donc on va vous en parler aussi. La province de Hainaut comporte quelques sites rocheux, carrières et étendues boisées escarpées. Donc, dans les initiales du groupe Grimpe, il y a groupe de recherche et d'intervention. On fait parfois de la recherche, on fait parfois de battues, ce qui fait partie de nos fonctions aussi. Nous pouvons également rencontrer des effondrements dans des cavités souterraines.
Normalement, ce sont le spéléosecours qui doit intervenir en dessous d'une certaine profondeur. Le problème que l'on a, c'est que pour mettre en action ce groupe, ça prend parfois 1h30, voire 2 heures. Vous comme moi, nous sommes dans l'urgence, c'est un délai qui est pratiquement inacceptable. Donc on essaye, nous, de pallier, de se placer entre l'intervention de ce groupe spéléo-secours et l'intervention pour essayer de préparer le terrain pour que l'intervention dure un minimum. Donc les dangers auxquels nous sommes confrontés sont liés à la hauteur et à la profondeur. Voilà quelques exemples de sites sur lesquels nous sommes déjà intervenus. Landely, 35 mètres. Donc Landely près de Charleroi. Donc nous avons des carrières et le plus haut à Landely est à 45 mètres. Nous avons des grottes aussi à Bouffiou. Bon là c'est moins important, mais c'est surtout le fait que c'est fort escarpé et très difficile d'accès. Donc là c'est près de Châtelet. Et là les carrières de Lessines, là on est allé en renfort pour d'autres pompiers. Nous intervenons aussi donc à la demande de nos collègues. Nous sommes déjà intervenus pour Sambreville, pour Namur, pour Thoin et pour Beaumont. Voilà un exemple de personnes qui font de l'escalade mais qui ne sont pas bien préparées et sont des gens qu'on est allé rechercher. Notamment le bonhomme qui est là et la demoiselle qui est ici. Mauvaise préparation, mauvais matériel. Par contre, le bonhomme qui est là, il a fait un faux mouvement, il s'est bloqué le dos. Il a eu une chance incroyable parce qu'il était tout seul. D'abord, ça c'est déjà une erreur. En escalade, on est toujours à deux. Chez nous, on travaille tout le temps en binôme. Eh bien, l'escalade devrait toujours se faire en binôme. Mais évidemment, il y a des gens qui croient qu'ils y arriveront seuls. Le problème, c'est qu'ici, la personne s'est coincée le dos et a eu une chance exceptionnelle, c'est qu'à cet endroit-là, c'est le seul endroit où son GSM a pu capter les ondes. Donc on est allé le chercher, il s'en est sorti avec pratiquement rien, mais il a eu un bol incroyable parce qu'il aurait pu rester là une semaine. Voilà donc les exemples de falaises que nous avons chez nous. On n'est pas en montagne, mais on a quand même des falaises. Ici on est à peu près à 45 mètres. On apprend aussi à monter dans les arbres. Ça peut servir. Parfois, on a eu l'occasion d'aller chercher des gens qui faisaient du deltaplane, qui étaient atterris une fois dans un arbre. Ça a posé problème. Le souci est évidemment, c'est que le brancardage pose souvent problème parce que celui-ci est souvent éloigné par rapport aux routes ou aux voies publiques. Et donc, prochainement, nous allons acquérir des quads. J'ai mon chef qui est là, j'en profite pour lui glisser dans l'oreille. Nous avons besoin de quads aménagés évidemment pour aller chercher les gens quand ils se trouvent en plein milieu d'un bois ou en plein milieu de champs qui sont inaccessibles à nos véhicules. Parce que je vous assure bien, quand on fait du brancardage, on le fait 10 minutes assis s'il faut, mais je vous assure que 10 minutes assis c'est déjà éprouvant. Donc on essaie de trouver des moyens mécaniques qui peuvent nous aider en tout cas. Voilà le genre de remblai, de ravin, entre guillemets, où là, vous voyez qu'on est obligé de se sécuriser, on est pratiquement à 4 pattes parce que la pente est importante, et donc là aussi, on va utiliser des techniques qui vont nous permettre d'y accéder facilement. Voilà l'exemple d'une cavité qui s'est créée aux abords d'une maison, et quand on nous a appelés, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un dedans. Donc il a fallu faire une reconnaissance, et on avait aussi une suspicion de gaz. Donc, on n'y a pas plongé directement, on a descendu une corde avec les détecteurs gaz et après on a été rassuré, donc on a pu après investiguer dans cette cavité. Voilà, nous avons des anciennes cheminées de charbonnage aussi qui sont un problème parce qu'à l'heure actuelle, la couverture de ces puits se détruit, se détériore. Ce sont des anciennes plaques de béton qui ne sont plus surveillées, plus entretenues et à un certain moment elles passent outre. Le problème, c'est que souvent c'est en dessous de feuillage, on ne voit pas, et on a déjà des personnes qui sont tombées dans ces endroits-là. Alors jusqu'à présent, on a des cordes de 200 mètres, essayez de ne pas tomber plus bas.
Les milieux artificiels, bon là sont forcément des bâtiments, hein, la plupart du temps. Ces bâtiments sont des ouvrages en béton, en pierre ou en briques, sont des façades vitrées. Là, évidemment, c'est pas évident de grimper dessus. Mais on a un peu un côté Spider-Man, donc on y arrive, hein, je vous assure tout de suite. Les toits, évidemment, les conduits. Dans les conduits, on reprend les cages d'ascenseur, les silos, les cheminées. Il n'y a pas que des petites cheminées de maison, hein. Il y a des cheminées qui font parfois 10 mètres de diamètre, dans lesquelles sont coincés des ouvriers qui font l'entretien. Des structures métalliques, hein, je vous ai dit, on avait le Sporting, mais on a aussi les industries, chez nous, les industries métallurgiques, qui utilisent beaucoup de ponts roulants et ainsi de suite, où il y a parfois des grutiers des pontiers qui font des malaises, et il faut les secourir. Il faut savoir qu'on s'entraîne aussi en particulier dans les usines, milieu à risque important, où là, notre matériel souffre beaucoup aussi. Nous devons utiliser des cordes spéciales. Là, c'est mon chef qui n'est pas content quand je lui commande les cordes, parce que les prix sont excessifs. Les fêtes foraines, ben oui, on a des grands trous. Mais là, je peux vous rassurer aussi, c'est que, en général, ces grands trous, malgré leur côté impressionnant, elles se manœuvrent facilement à la main. Donc vous êtes coincé au-dessus, il suffit de déverrouiller, de débrayer, et on va vous faire tourner la roue à la main. Maintenant, c'est quand le système, forcément, est bloqué, eh ben, on a quand même, nous, d'autres ressources pour pouvoir secourir les gens qui sont bloqués au sommet. Nous entraînons particulièrement à Walibi. Et on a d'ailleurs testé une activité à un certain moment, il y a 2 ans, et à la suite de notre entraînement, ils ont fermé l'activité. Elle n'avait pas encore été ouverte, et ils ont dû la fermer parce que nous avons détecté certains défauts. Donc on regarde tout ce qui se passe, nous, hein, on est inquiets à chaque fois qu'on va quelque part. Des grues de chantier, donc ça je vous ai expliqué, hein, le sauvetage qu'on a fait dernièrement, donc ici pendant l'hiver dernier. Les bâtiments industriels, on en a parlé aussi. Voilà par exemple des bâtiments sur lesquels on s'entraîne. C'est la tour du Roton à Farciennes, 56 mètres de haut. Et là, on envoie les gars dans le vide. Nous, on appelle ça du gaz. On envoie les gars dans le gaz, c'est-à-dire beaucoup de vent, beaucoup d'air. C'est vraiment typique comme entraînement, c'est spécifique. Alors, à l'intérieur de cette tour, malheureusement, vous ne verrez pas de photo, mais c'est une tour qui a été démontée, je vais dire, sauvagement. Ça veut dire que sur les 56 mètres, il y a des trous partout. Ancien emplacement de machines, ancien emplacement de grands trous métalliques, ancien emplacement de câbles métalliques. Ils ont tout démonté, ils ont tout jeté par le fond. Et c'est un des endroits les plus dangereux dans lesquels on s'entraîne. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment toutes des parties métalliques qui sont restées coupantes, le béton est abrasif, et en plus il y a beaucoup de pigeons qui viennent se soulager dans la tour et qui posent problème avec nos cordes. Donc pour nous, c'est un des endroits les plus dangereux dans lesquels on s'entraîne. Parfois, il y a des endroits touristiques qui sont agréables aussi dans les entraînements, hein. La tour Salamandre à Beaumont, je vous conseille, si un jour vous avez un dimanche à rien faire, vous pouvez y aller, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est aussi un endroit particulier pour les entraînements parce que nous avons une vallée qui est derrière et on peut faire des évacuations longue distance. Nous avons le beffroi de Thoin, dans lequel on se retrouve face à des endroits confinés très serrés. Regardez ici la civière Fernot. Vous allez voir par où elle passe, un peu plus tard. Ici, nous sommes sur une surface vitrée qui est la tour Albert à Charleroi. Là, c'est 90 mètres, où là, on doit vraiment jeter dans le vide. C'est protégé par des barrières là-bas au sommet. Nous devons carrément enjamber des barrières qui font 2,50 m de haut pour se retrouver dans le vide. Je vous assure qu'il faut avoir le cœur bien accroché, mais on y va sans rechigner, parce qu'évidemment, grâce à l'entraînement que nous avons. L'entraînement, ce n'est pas uniquement savoir servir de corde, mais c'est aussi savoir tenir le coup dans des grands vides comme ceux-là. Je vous ai dit, hein, les strépibrachnies, on a dit pourquoi vous entraînez là-bas? Ben parce que justement, il y a de la hauteur, on est à plus de 100 mètres, il y a du gaz, pardon. Il y a du gaz, donc de l'air, c'est très aérien, et au niveau des repères, on a souvent la tête qui tourne. Mais donc, on doit s'y entraîner. On s'entraîne aussi beaucoup là-bas parce que, si vous voulez, ici, il y a un échafaudage qui est coulissant sur l'édifice et dans lequel on ne peut mettre
que 2 personnes pour effectuer le nettoyage de ces vitres. Ça veut dire que si on doit intervenir pour aller chercher un gars qui a fait un malaise, on va devoir sécuriser l'échafaudage qui est là. Et là, je vous assure qu'on a intérêt à ne pas rater son coup. Et là, on devra sécuriser non seulement l'échafaudage, mais évidemment le personnel en plus. C'est assez compliqué comme intervention, mais très intéressante au niveau entraînement. Un travail dans les écluses. Pourquoi? Parce que là, on pourrait aider, le cas échéant, nos plongeurs. Parce que s'ils doivent intervenir dans le bouillon qui est là, ils vont avoir énormément de problèmes. La plupart du temps, je pense qu'ils n'y vont même pas, parce que c'est trop dangereux. Mais nous, avec nos cordes, on peut venir à fleur d'eau et espérer récupérer une personne. On va aussi sur des tours comme celle-là, donc des châteaux d'eau, chez Caterpillar, en l'occurrence ici à Gosselies. Et vous allez voir que c'est aussi spectaculaire, parce que le fait de travailler sur une boule, ça demande aussi des techniques spéciales. Nous travaillons aussi sur des éoliennes. Pourquoi? Parce que de nouveau, il y a des techniciens qui se rendent dans ces éoliennes, et on est parfois obligé d'aller les secourir. Mais je vous assure que monter 80 mètres sur une échelle verticale, il faut être entraîné. Maintenant, la descente est spectaculaire aussi, je peux vous le dire, parce que je l'ai testé, c'est impressionnant. De nouveau, beaucoup de gaz, beaucoup d'air et peu de repères en réalité. Les grues de chantier, voilà. Ici, on monte évidemment, on peut faire du sauvetage pour les grutiers. Et de ces grues, on peut vous amener la civière au millimètre près. Donc si vous m'amenez une ambulance ici, on va s'organiser pour que la grue pivote, et nous, avec nos cordes, en bout de flèche, si le cas échéant, on va pouvoir vous descendre cette civière jusque sur le brancard. Vous n'aurez pas à toucher cette civière. On a parlé des fêtes foraines, donc voilà un exemple. Voilà malheureusement nos tours que nous n'avons plus. Voilà les toitures que nous n'avons plus non plus. Donc des toitures particulièrement dangereuses pour le travail. Pourquoi? Parce que très glissantes quand il pleut, très glissantes quand il gèle forcément, mais surtout très abrasives, surtout en bordure. Donc nous ne pouvons pas négliger le fait que nos cordes à un certain moment vont passer sur ce bord. Donc nous avons évidemment une attention particulière pour la protection de nos cordes à ces endroits-là. Le matériel, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que bon, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que les cordes sont toutes identiques, mais une attention particulière leur est donnée. En effet, les fibres et les sections, leur fabrication est différencie et leur octroie un usage bien spécifique à chacune d'elles. C'est-à-dire que si on travaille dans un milieu chimique, on va utiliser des cordes qui résistent aux acides. Si nous travaillons dans un milieu où il y a de la poussière, notamment de la limaille de fer, donc en industrie métallurgique, eh bien là, nous allons devoir utiliser des cordes qui ne laissent pas passer ces limailles. Pourquoi? Parce que si ces cordes sont attaquées, sont polluées par des produits chimiques ou par des limailles, nous, on les déclasse, parce qu'elles vont ronger les cordes de l'intérieur et nous risquons l'accident. Voilà, ce sont des cordes en fibre naturelle au départ, en chanvre, mais évidemment ces cordes ont évolué. Nous travaillons avec des cordes en nylon, en polyéthylène, en propylène, en polyester. Le jour où on vous proposera de vous balancer au bout d'une de nos cordes, rassurez-vous, parce que tout le matériel et les cordes résistent au minimum à 2 tonnes d'œufs. Ça va, on peut mettre 2 voitures sans problème sur nos cordes. Donc au moins 4 infirmiers, 2 médecins, on a de la place, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qui peut vous rassurer aussi, c'est qu'une corde est faite de gaines et d'âmes, et aussi de torons. Les torons, ce sont toutes ces petites cordes qui sont à l'intérieur de la corde. Donc pour avoir un accident, il faut vraiment le chercher, parce que vous avez entre 14 et 16 torons. Et il faut vraiment mettre un couteau sur la corde pour qu'elle casse, pour qu'elle se déchire. Ici sont des calculs d'allongement de corde. Bon, je pense que pour vous, ça n'est pas très utile, mais il faut savoir qu'on sait amortir des chutes grâce
à l'élasticité de certaines cordes. Nous, dans le sauvetage, nous travaillons avec des cordes semi-statiques parce qu'on n'est pas là pour tomber, nous. On est là pour faire du sauvetage et le faire efficacement. Donc la chute n'est pas autorisée. On travaille avec du 10,5 voire du 11 mm. Et vous voyez ici toutes les charges que l'on peut mettre sur ces cordes. 32 kN, 23 kN, donc c'est 3 tonnes 2, 2 tonnes 3, aucun problème. Les cordelettes, vous voyez, c'est du 4 à 8 mm. Ce sont des cordes qu'on utilise principalement pour faire des freins. Ces cordes sont plus minces que les autres, mais je vous rassure tout de suite aussi, ça résiste au minimum à 700 kg. Donc de nouveau, on est largement au-dessus des possibilités des normes et des charges que l'on peut mettre sur ces cordes. On travaille aussi avec des sangles, ce qui nous permet de faire un tas de travaux particuliers. On a des sangles tubulaires, des anneaux cousus et des dégaines. Ça nous permet d'allonger le travail, d'allonger la corde, de faire des changements de direction avec ces cordes. Donc, on a un tas de possibilités. Les mousquetons, nous avons des mousquetons en alliage léger ou nous avons des mousquetons en acier. La plupart des mousquetons que nous utilisons au grimpe sont en acier. Donc là, de nouveau, sécurité maximale, résistance minimale, 3 tonnes. Jusqu'à 4 tonnes 5, je pense, maintenant. Alors, une corde dont je vous expliquais qu'elle résistait à 2 tonnes 2, j'ai eu l'occasion de voir des tests chez Béal, et là, la corde de 2 tonnes 2, sous traction, crie à 3 tonnes 4 et casse à 3 tonnes 6. Donc, nous avons largement le temps d'évacuer nos gens avant que ça ne casse. Ici, ce sont des matériels qui me permettent de descendre les charges. Nous avons des 8, des racks, des ID et des stops. Tout ça, on utilise selon le genre d'intervention qu'il y a à faire. Donc c'est conçu évidemment pour le freinage et pour vous amener, mais vraiment en douceur, au sol. Ça sont des appareillages qui permettent de faire des circulations sur corde. Donc on peut hisser du matériel, on peut moufler une personne. Excusez-moi. Je suis désolé. Hein. C'est mon collègue qui va arriver en retard après. Donc ici, nous avons ces appareillages qui nous permettent de freiner, de contrôler les descentes sans problème. On est là sur la circulation. Et voilà la célèbre civière Fernot. Ce qui est important de savoir, c'est les 272 kg qu'on peut mettre dedans. Donc vous voyez que c'est du matériel qui va résister aussi quand même à des charges importantes. Je peux vous dire que moi j'ai déjà mis un cheval dedans, ça tient. Lors d'une intervention dans une prairie où la prairie était dans une pente assez conséquente, l'animal était épuisé, il ne savait plus remonter la pente, il était couché, il n'en pouvait plus. Et nous l'avons remonté grâce à cette civière. Et le cheval, il faisait plus de 200 kg. Nous avons évidemment d'autres civières qui nous permettent d'accéder à des endroits beaucoup plus confinés. C'est une civière qui vous enveloppe comme un sarcophage et on vous passe partout. Sauf le seul inconvénient, c'est qu'elle ne permet que de travailler qu'avec 150 kg. Mais partout où on vous emmène avec celle-là, c'est une civière très efficace, malheureusement fragile. On a notre triangle, qui est un outil léger et qui permet de faire du sauvetage très rapide. C'est-à-dire selon évidemment ce que la victime souffre, eh bien on va utiliser soit le triangle, soit une civière adaptée, mais la plupart du temps, on va faire un sauvetage avec ce triangle. Ça, en 1 minute, il est installé. Et 1 minute après, vous êtes au sol. Les techniques d'intervention, la plupart du temps, voilà, il y en a déjà quelques-uns parmi vous qui connaissent cette technique. Simple, une échelle, une civière, une corde et 2 sangles, et vous amenez la victime au sol. Elle permet donc d'évacuer une victime à l'étage d'un immeuble lorsque la situation présente les conditions suivantes. Absence d'escalier ou escalier trop étroit, c'est toujours un gros problème, en tout cas sur Charleroi, étant donné que nous avons beaucoup de vieilles habitations. Les escaliers ne sont pas souvent accessibles, en tout cas pour une équipe de brancardage. Alors on doit brancarder les bras en l'air, et vous savez tous bien comme moi
qu'une civière chargée les bras en l'air, ça ne dure pas longtemps. Le patient ou la victime est à évacuer à plat, ou on a affaire à un patient trop corpulent. Donc, ce qui nous importe de savoir, c'est la hauteur à laquelle se trouve la victime, puisque nous, avec ce système-là, nous ne pouvons travailler que sur les 2 premiers étages. Mais ça nous permet de travailler dans des ruelles, par exemple, où les échelles aériennes n'ont pas accès. Donc cette échelle, ce qu'on appelle donc l'échelle charnière, est vraiment pratique. La méthode, c'est 3 hommes, 2 ambulanciers, un chef qui dirige les opérations, un pompier qui aide à l'étage et le second pompier qui reste au sol et explique les manœuvres. C'est-à-dire que quand on parle de pompiers ici, on parle de personnes spécialisées, donc un grimpeur. Voilà la technique en quelques images. Le petit souci qu'on peut avoir, et encore selon la façon dont on utilise l'échelle, c'est d'amener la civière sur le bord de la fenêtre. Et encore, si je dis, avec l'expérience, on sait qu'en plaçant l'échelle d'une certaine manière, quand on redresse l'échelle, elle soulève la civière, on n'a même plus de mal. Donc ça, ce sont des acquis par l'expérience. Voilà. On peut soit garder la civière comme ça inclinée, soit vous l'amener à plat. Et on vous l'amène au sol sans problème, avec un minimum de matériel et d'hommes. Le petit souci ici, par exemple, c'est que nous n'avons pas de mur à cause du garage auquel on peut sur lequel on peut bloquer notre échelle. Et donc, on a une adaptation, on met une poutrelle et c'est suffisant pour garantir une descente en toute sécurité. Voilà, c'est amené au sol et là, il n'y a plus qu'à mettre la personne dans l'ambulance. Le sauvetage d'une victime traumatisée, bon, mais évidemment, cette manœuvre s'applique pour toute victime coincée sur une paroi ou dans le vide n'ayant pas subi de traumatisme. Même sans chute, et ça c'est important à savoir, un grimpeur immobile peut être en danger de mort. En effet, le syndrome du harnais constitue une véritable urgence médicale. C'est-à-dire que ce harnais, au bout de 20 minutes, vous asphyxie. La circulation sanguine ne se fait plus. Forcément, pas d'oxygénation. Et on risque de gros soucis. Donc, n'hésitez pas à nous appeler et vite fait. Je vais aller accélérer parce que j'ai déjà plus que 5 minutes. Voilà, par exemple, aussi une méthode de sauvetage. Nous, le principal besoin que nous avons quand on fait un sauvetage, c'est le point haut. Dans ce cas-ci, pas de problème, on a une échelle aérienne et on a un point haut. On va pouvoir faire des grues. Voilà, on vous expliquait tout à l'heure le triangle. On va aller récupérer un grimpeur. On va lui mettre ici le grimpeur va récupérer ici la victime. Il va le mettre dans le triangle. Ça ne prend pas 10 minutes. 6 minutes, ils sont au sol. Ici, de nouveau la même chose. Il est dans le triangle, la victime est dans le triangle, il est aidé forcément par un sauveteur qui le prend en charge sur son dos. Mais rassurez-vous aussi, le sauveteur n'a pas la charge réellement sur son dos, puisqu'elle est prise ici en compte par les cordes. Sauvetage par rapport à des moyens lourds, là évidemment c'est parce que la victime demande un transport en position couchée, voilà ce que ça donne. Là, on est sur le long des parois. Et là, on doit impliquer, par contre, plus de sauveteurs. Le minimum pour faire une intervention comme celle-là, c'est 5 personnes. Voilà. Ici, il y a une petite erreur sur le tableau. C'est que le gars qui est là, il n'a pas de casque. Forcément, il l'a prêté à la victime. Le sens du sacrifice. Donc voilà des exemples de travail, d'entraînement que nous pratiquons à longueur d'année. Voilà l'entraînement spécifique, comme je vous disais tout à l'heure, sur une surface qui est ronde. Voilà ce que ça donne. Voilà un entraînement dans un espace ultra confiné. Donc c'est le clocher du beffroi de Toin, où il faut aller chercher un électricien qui est en train de remplacer une ampoule. Voilà ce que ça donne, parce qu'il y a évidemment beaucoup de problèmes à cause de toutes les poutrelles et des chemins qu'ils ont dû construire pour permettre au personnel d'entretenir ce beffroi. Nous avons des techniques pour évidemment transporter à plat ou verticalement les victimes.
On les utilise sur des parois verticales et sur les changements de pente aussi. Voilà, il est parti de façon horizontale et il va se retrouver de façon verticale. Les tyroliennes qui nous permettent de faire des passages entre bâtiments ou entre tours, ou voire via le sol directement. Nous avons des techniques qui permettent de traverser des endroits difficiles et nous avons des techniques qui permettent de faire un dépôt à l'endroit où vous voulez. C'est-à-dire qu'on part d'une tyrolienne horizontale et on fait un dépôt vertical. Voilà, on vous amène au sol, comme je vous disais depuis le début, au centimètre près. Ici, c'est une explication sur la technique de la grue, mais bon, voilà, c'est plus explicite en image. On n'avait pas de point haut, pas de possibilité, la personne ne voulait pas qu'on démonte sa toiture, je la comprends, mais bon. Voilà ce que ça donne, avec notre point haut, la victime est emballée, et on vous amène la civière dans le lit prévu à cet effet. Merci de votre attention.